Cas Pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expériences pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes, d'âges et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un client qui travaille pour un grand groupe et qui nous a sollicité avec une problématique bien particulière de cession d'actions gratuites attribuées et détenues depuis plusieurs années, alors même qu'il change souvent de résidence fiscale. Pour traiter de ce sujet passionnant, c'est Guillaume Suriré, ingénieur patrimonial au sein du cabinet bientôt depuis 1 an, qui va nous partager le cas de ce client que je suis personnellement et qui nous a sollicité pour cette question bien spécifique des actions gratuites attribuées dans une situation de multi-expatriation. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Alors, déjà, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien écoute, ça va super et toi? On a un Nickel. beau sujet qui nous attend là. Ouais, sujet passionnant. Sujet passionnant. Pour peut-être, voilà, pour que déjà nos auditeurs appréhendent bien ton métier, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le rôle de l'ingénieur patrimonial chez Bonjour Patrimoine? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai rejoint les équipes il y a à peu près 1 an en tant qu'ingénieur patrimonial. Alors mon rôle au sein du cabinet, c'est avant tout un rôle de soutien aux conseillers en gestion de patrimoine dans leur activité quotidienne. En fait, j'essaie d'apporter une expertise complémentaire, que ce soit sur les plans juridiques, économiques et fiscaux, à Mmh. toutes, aux équipes de terrain, en fait, hein. Moi, je suis avant tout un juriste, hein, de formation, donc je suis pas le commercial sur le terrain, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ce soutien aux conseillers en gestion de patrimoine. Donc j'interviens, entre guillemets, à plusieurs niveaux, heu, OK. principalement au niveau de la réalisation des ce qu'on appelle les bilans patrimoniaux. On fait des formations pour actualiser les connaissances des conseillers et surtout, je dirais, on essaie de faire, tout au long de notre activité, c'est de faire une veille patrimoniale pour se tenir informé de ce qui existe, des évolutions législatives et surtout pour les répercuter aux conseillers en gestion de patrimoine. Ouais. On a un métier qui est très dense, c'est vrai que la veille Exactement, ouais. patrimoniale, c'est essentiel. Hem Tu nous as parlé à l'instant là de bilan patrimonial. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, exactement qu'est-ce que c'est un bilan Ouais, patrimonial? c'est ça. En fait, quand on est ingénieur patrimonial, vraiment le cœur de notre métier, c'est la réalisation des bilans patrimoniaux. Un bilan patrimonial, en fait, c'est un peu une cartographie, on va dire un check-up du patrimoine du client à un instant T. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est, on fait une analyse de l'existant, du patrimoine, du client, que ce soit sur la partie immobilière, financière, fiscale, juridique, économique. Et l'idée de ce bilan, c'est vraiment de mettre en avant ce qui aujourd'hui est bien dans le patrimoine, ce qui se fait ce qui fonctionne et de l'autre côté, mettre en perspective, ce qui n'est pas forcément «très bien» entre guillemets sur les axes d'amélioration qu'on pourrait mettre en place. Je pense par exemple si on se rend compte que la protection du conjoint n'est pas forcément optimale Mmh. ou si on se rend compte que le patrimoine est concentré peut-être sur trop d'immobilier ou trop de financier. Donc là, nous, notre rôle, c'est aussi d'éveiller un peu l'esprit du client sur des choses auxquelles il n'aurait pas forcément pensé et qui pourraient être améliorées. Et donc à partir de cette analyse de l'existant, nous, notre rôle et le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est de bien définir les contours des objectifs du client. Et c'est de se dire aujourd'hui: «Est-ce que mon patrimoine, en l'état actuel, il répond aux objectifs, qui ont été définis par le CGP, enfin qui ont été définis ensemble avec le conseiller en gestion de patrimoine?» Et si on se rend compte qu'il y a des axes d'amélioration ou généralement c'est souvent le cas, hein, c'est pour ça sinon on aurait très peu de travail on aurait très peu de travail, mais généralement c'est souvent le cas. En fait, on essaie d'élaborer une stratégie patrimoniale qui a vocation à être comme je le dis, hein, on n'est pas vendeur de produits, c'est vraiment d'avoir une approche globale et se dire Mmh. que chaque levier sur lequel on va appuyer, sur notre stratégie patrimoniale va potentiellement avoir un impact sur, tel point, enfin telle, partie du patrimoine du client. Et OK. donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place une stratégie qui va répondre aux objectifs du client,
tout en mettant en exergue, en éveil les points, les points d'attention et les points de vigilance. Et tout ça, on le fait, c'est pour ça que j'aime bien le rappeler quand même, parce que on n'est pas tout seul pour faire ça. On travaille vraiment avec les conseils habituels hein, du client, donc que ce soit les notaires, les avocats, les experts comptables. L'idée, c'est vraiment de fonctionner la main dans la main pour justement faire en sorte que le client en sorte avec une stratégie qui a vocation à fonctionner et qui pourra être mise en place surtout. Parce que c'est bien de mettre les choses sur le papier, mais si on ne peut pas les mettre en place, ça n'a pas vraiment de sens. Ouais, carrément, très clair, très clair. Effectivement, la mise en œuvre, c'est tout aussi important que Mm. la réflexion. Et d'un point de vue de nos clients, pour le coup, qu'est-ce qui peut en tirer comme bénéfice? Ouais, bah, enfin, c'est vrai que c'est un peu, ça suit un peu ce que je viens de dire. C'est vraiment l'idée, c'est de se dire que le client, il a un conseiller. Donc, OK, c'est top. Un conseiller qui est très compétent. Mais l'idée, c'est de se dire que derrière ce conseiller, il n'est pas tout seul. Il y a quelqu'un aussi pour lui apporter cette expertise complémentaire et pour valider les stratégies ensemble. Donc, vraiment, pour le client, c'est d'abord cet accompagnement sur le long terme pour se dire, OK, ben, euh, on va pouvoir faire évoluer la stratégie tout au long de la vie du client en fonction de ses évolutions personnelles, Mmh. professionnelles. C'est vraiment mettre en place une feuille de route et que le client ait cette sérénité d'esprit, cette tranquillité d'esprit de se dire, OK, bon, bah alors, je sais que je suis bien suivi sur ma partie patrimoniale, je peux me concentrer sur ma vie personnelle, je peux me concentrer sur mes objectifs de vie. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est ça, un accompagnement, une tranquillité, je dirais, dans l'esprit du client. OK. Top. Bah, écoute, merci Guillaume, c'est bien noté et puis, voilà, merci aussi d'avoir pris un peu de temps pour, préciser, vraiment ton rôle, dans l'organisation du cabinet pour nos auditeurs. Hem, je te propose maintenant de rentrer directement dans le vif du sujet, vaste, sujet technique, pour le coup. Hem, voilà, alors déjà, peux-tu nous dire un petit peu plus sur le cadre, de notre cas pratique du jour. Ouais, alors, c'est vrai que le cas est un peu particulier, ça concerne pas forcément la majorité des clients, mais c'est une question qui est assez technique et ça vaut le coup de revenir dessus parce que, bon, si on peut un peu, entre guillemets, «démystifier», tout ce qui est action, tout ce qui est, plan d'actionnariat, action gratuite, en tout cas, faire une petite introduction, ça peut être bien. Enfin, le client ici, dans notre situation, c'est un client qui est résident fiscal, à l'étranger aujourd'hui et qui a perçu, via son entreprise française, une grosse entreprise française qui a perçu des actions gratuites. Et donc ce client, il est venu nous voir et il nous a posé la question de se dire, bon, bah, aujourd'hui, je vis dans un pays qui n'est pas la France, je suis résident d'un pays qui n'est pas la France non plus. J'aimerais savoir si aujourd'hui je cède mes actions dans le pays où je suis, quelle fiscalité va s'appliquer. Mmh mh. Et quand on se pose cette OK. question, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, bah, ouais. Ça, c'est ce qu'on va voir, je pense, dans les prochaines minutes. Ouais, Ouais, effectivement, c'est pas une situation qu'on voit tous les jours. Bon, déjà, ça concerne pas tout le monde, hein, le fait d'avoir des actions gratuites, des stock options, et cetera, et cetera. Et puis, aussi, en plus, quand on est dans des notions d'expatriation, ça concerne encore moins de monde. Mais effectivement, c'est c'est ça. bien d'échanger. Alors, tu nous l'avais proposé à l'instant, de revenir peut-être un petit peu dans les grandes lignes, en tout cas de qu'est-ce que sont les actions gratuites, comment ça fonctionne? Voilà, est-ce que pour, que tout le monde ait le même niveau de compréhension, tu peux nous repréciser un petit peu les grandes lignes de tout ça? Ouais. Bon, tout est dans le titre, hein, pour l'action gratuite, hein. C'est une action qui est donnée, par l'entreprise, donc c'est une action de l'entreprise en question qui a été donnée, à son client et donc sur le principe, quand on le définit comme ça a l'air très simple, mais quand on rentre un peu plus, dans le cœur, des actions gratuites, en fait, au moment où on vous attribue, une action gratuite, il y a un plan qui est défini, au départ et ce plan, il va permettre de déterminer 2 périodes. Tout d'abord, ce qu'on appelle la période d'acquisition. Donc au 1er janvier, par exemple, on vous attribue, une action et on vous dit que cette action, vous l'avez aujourd'hui, mais vous n'en êtes pas plein propriétaire. Cette action, vous en serez plein propriétaire au 1er janvier de l'année suivante. Ça, c'est ce qu'on appelle la période d'acquisition et donc à la fin de la période d'acquisition, on vous attribue définitivement cette action. Ça, c'est la première période. La seconde période, c'est ce qu'on appelle la période de conservation. Mmh. Elle peut exister ou non, mais cette période de conservation, c'est la période qui va déterminer,
à partir de quand vous allez pouvoir céder votre action, en fait. Euh, donc, on a vraiment deux périodes qui se chevauchent, qui se suivent, et qui vont permettre de déterminer deux types de gains. Dans la partie période d'acquisition, on va déterminer le gain d'acquisition, c'est-à-dire ce qui a été gagné entre le jour où on vous a attribué et on vous a donné l'action et le jour où vous avez eu l'attribution définitive, donc à la fin Ça de veut la dire période d'acquisition. quoi? Ça veut dire entre 0 et une valeur, X, par exemple, c'est C'est ça? ça, exactement. OK. Et ensuite, à la fin de la période d'acquisition et au moment où vous allez céder votre action, on va déterminer une deuxième plus-value. Et donc à partir de là, au moment, à la valeur à laquelle vous a été attribué définitivement l'action, c'est-à-dire la valeur X dont on parlait à l'instant, Mmh. cette valeur X, au moment où vous allez céder, elle va avoir une valeur Y. Et dans ce cas, on fait la différence entre la valeur Y moins la valeur X et on détermine cette plus-value. Donc, OK. juste pour resynthétiser rapidement, on a une période d'acquisition et on a une période de conservation. Et après, on pourra céder notre action. OK. Et à Je partir vois. de là, on détermine deux gains. Un gain d'acquisition et éventuellement une plus-value de cession. Et on est fiscalisé sur les 2. Et on est fiscalisé sur les deux. Bon, OK. Merci. Merci Guillaume. Du coup, action gratuite, on a vu, hein, on part de 0, on a une première période, ensuite on a une période de conservation et après on peut vendre, avec 2 gains, un gain d'acquisition, une plus-value de cession. Hem, donc, OK, alors en France, je ne vais pas dire que c'est facile, parce que c'est des régimes qui sont quand même, très complexes par nature et c'est vrai qu'on a, nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, pas mal de valeurs à apporter, par rapport à ça, même sur les mises en place de stratégies de cession. Mais c'était pas l'objet un petit peu du cas d'aujourd'hui. Donc ouais, la fiscalité au niveau, national France, on connaît. Par contre, effectivement, la spécificité ici, on était vraiment dans un contexte, international. C'est ça, tu me Ouais. confirmes, hein? Exactement. Là, pour le coup, le client, il permettait d'avoir une complexité un peu plus importante, dans le sens où lui, il était d'un résident fiscal d'un autre pays qui n'est pas la France. Or, ce qui amène plusieurs difficultés, à savoir que, évidemment, il peut y avoir des difficultés d'interprétation, entre les différents pays sur, quel gain, je vais imposer dans mon pays. La France peut imposer une partie du gain, le pays en question peut imposer une autre partie du gain. Donc il y a vraiment une possibilité qui est des divergences d'interprétation, des disparités entre les législations qui font que on va rentrer dans une complexité fiscale qui est assez importante et dont qu'il faut un peu démystifier. OK. Hem, donc ici, on était vraiment dans ce dernier cas. On avait un client effectivement qui avait perçu des actions gratuites françaises et qui nous avait interrogés sur, notamment la question, qui peut paraître simple, hein, comme ça, heu, est-ce que c'est intéressant de céder si je suis résident fiscal étranger? Bon, petite question entre guillemets, mais qui emmène, effectivement une grosse réponse. Hem Alors du coup, c'était la question, c'était comment le client est-il imposé? Effectivement, tu nous disais à l'instant que, voilà, pouvait y avoir des divergences sur des clauses de convention fiscale et cetera. Parce que normalement, c'est quand même, tu confirmes, hein, c'est quand même les conventions fiscales qui traitent ce genre de problème, non? C'est ça, normalement, les conventions fiscales permettent de savoir comment on va imposer ces actions gratuites. Or, la difficulté dans notre situation, c'est qu'il y a presque aucune convention qui traite de ce sujet particulier que sont les actions gratuites. Donc, il faut souvent rattacher les actions gratuites à une autre valeur qui va être, elle, pour le coup, définie dans les conventions fiscales internationales. OK, bon, ça démarre mal. Hem, entendu. Du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé de gains d'acquisition, de plus-value de cession et cetera. Déjà, peux-tu nous faire un petit peu la distinction de comment ça fonctionne au niveau international? Est-ce que les différentes expatriations qu'on peut avoir ont une incidence et cetera et cetera? Ouais. Alors tu l'as dit, tout à l'heure, quand on est résident fiscal français, on a déjà une imposition qui peut être plus ou moins complexe sur le gain d'acquisition, pardon, et la plus-value de cession. Et quand on entre dans le champ international, on rencontre encore plus de complexité. Ce qu'il faut, c'est toujours revenir à la base, c'est-à-dire se dire: «OK, qu'est-ce que me dit aujourd'hui le droit interne français sur cette question?»
Et ensuite, une fois qu'on a déterminé ce que dit le droit français, on regarde la convention fiscale internationale et on se dit, est-ce que cette convention, elle s'oppose ou pas à ce que dit le droit interne français? Si elle ne s'y oppose pas, tant mieux. Si elle s'y Mmh. oppose, on rajoute entre guillemets, un étage de complexité. OK. Aujourd'hui, si on revient à ce qui se fait en France, aujourd'hui, l'administration fiscale, dans le cas de la situation d'un résident non fiscal français, elle dit que le gain d'acquisition, dans un premier temps, il est imposable dans l'état d'exercice de l'activité. C'est-à-dire que si j'ai un gain d'acquisition sur mes actions gratuites, il sera imposé si j'ai travaillé par exemple en France. Si j'ai pas travaillé en France, mon gain ne sera pas imposable en France. D'accord. OK. Ça, c'est pour la partie gain d'acquisition. Pour la partie plus-value de cession, en fait, là, pour le coup, c'est assez rare, mais c'est plutôt simple. Les gains de cession, pour les personnes qui sont fiscalement domiciliées à l'étranger, ils ne sont pas imposés au titre de leurs gains de cession réalisés en France. Mmh. Ils ne sont pas imposés en France. Donc la partie plus-value de cession, on peut déjà l'écarter dans ce contexte. OK. Donc nous, ce qui va vraiment nous concerner, c'est il faut se concentrer sur le gain d'acquisition. Et aujourd'hui, la règle pour ce gain, c'est vraiment répartir l'imposition au prorata des périodes d'activité salariée qui ont été exercées dans chacun des différents États. Waouh! Ouais, la phrase est assez complexe, mais une fois qu'on On rentre, imagine. ouais. On imagine bien les complexités de tout ça. Hormis faire appel à Bonjour Patrimoine, hem, comment peuvent faire, nos clients, comment peuvent faire nos auditeurs en pratique? Ouais, bah, l'avantage, c'est que bon, l'administration fiscale nous donne entre guillemets un peu la trame à suivre, hein. En fait, ce qu'il faut déterminer, c'est 2 choses. Déterminer ce qu'on appelle la période de référence, c'est-à-dire, la période qui court entre la date à laquelle j'ai reçu mes actions gratuites et à la date à laquelle je deviens définitivement propriétaire de mes actions gratuites. C'est en peu ou prou, la période d'acquisition qu'on a évoquée, en début de podcast. Hem À partir de là, pendant cette période, je peux avoir travaillé dans plusieurs pays et donc là, il faut que je définisse le prorata de l'activité que j'ai exercée dans chacun de ces pays, dans cette période de référence. Donc en fait, je prends un exemple, mais si ma période de référence, elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année et si au 1er juin de la même année, j'étais en France et j'ai commencé à travailler, en Belgique, je dis pour prendre l'exemple, eh beh, je serai imposé, sur, mon gain de source, française, sur les 6 mois, sur les 6 mois de l'année. OK. Très clair. Et si on revient au cas de notre client, parce qu'après tout, on est dans un podcast qui s'appelle Cas pratique, comment tu as pu procéder? Ouais, bah, alors, là, alors déjà, il faut l'aide du client, parce qu'il faut pouvoir, ouais, il faut Ouais, c'est pouvoir sûr. récupérer, le maximum d'informations qui sont déposées sur les plateformes. Généralement, les grandes sociétés, hein, ont des plateformes qui permettent, sur lesquelles elles mettent, en accès, les, différentes attestations d'acquisition avec, les plans d'attribution, les différentes dates à laquelle elles ont été attribuées. Et OK. donc, en fonction des sociétés, c'est plus ou moins facile à récupérer ces informations. L'avantage pour le coup, hein, la plateforme de cette société en question, heu, ça a été plutôt simple parce que c'est quand même plutôt bien fait. Heu, donc, on a eu, entre guillemets «un peu moins de difficultés», mais c'est pas toujours le cas et c'est vrai que, il faut réussir, parfois à «déchiffrer» entre guillemets tous ces documents qui ne sont pas forcément organisés de la même façon, avec, des termes qui sont, très souvent en anglais, donc il faut avoir quelques notions, d'anglais, mais sinon on y arrive, hein, on y arrive au bout, hein, mais c'est vrai qu'il faut avoir un peu l'aide du client pour ça. Ouais, ouais, et là, on peut le dire pour le coup, sur la plateforme du client, sur les attestations notamment, pour le gain d'acquisition, en fait, la plateforme en l'occurrence, avait déjà, il me semble, fait les calculs, par rapport à la résidence fiscale Ouais, française du client, donc ça nous a évité de faire le fameux calcul de prorata, le fameux «règle de 3» entre guillemets, donc ça, c'était plutôt, facilitateur. exactement, ouais, c'est vrai que ça a été, sinon il aurait fallu faire les calculs à la main, Mmh. ce qui est possible, hein, mais qui demande énormément de temps et surtout, heu, beaucoup d'informations.
qui ne sont pas forcément, comme je disais, très, très évidentes à récupérer. Mais là, c'est vrai qu'on a été énormément aidé par la plateforme, hein, qui nous a fourni directement ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein, elle nous a précisé en valeur, hein, c'est-à-dire avec un montant qui était écrit, quel était ce gain de source française qui était imposable en France. OK. Top. Travail un peu mâché, pré-mâché. C'est ça. Bon, du coup, OK, ça c'était pour déterminer l'assiette, du coup, le montant taxable. Et concrètement, en termes de fiscalité, du coup, ça se passe comment? Ouais, et ben la fiscalité en France, ça a été c'est assez simple, hein, depuis quelques années. Enfin, c'est simple, je m'entends. C'est une retenue à la source qui est appliquée, et donc cette retenue à la source, elle va avoir, un taux qui va différer selon la date à laquelle les actions étaient attribuées. Notre Heu, client est expatrié, hein? C'est ça? Pour ça que ouais, tu c'est ça. parles un peu de retenue à la source avec des Oui. taux, et cetera, hein, on est Ouais, d'accord? c'est ça, ouais, et ouais, le client est expatrié, et donc en France, son obligation en France, elle sera «réglée» entre guillemets, par cette fameuse retenue à la source OK. qui est entre guillemets «distinguée» entre 2 dates, c'est-à-dire la date d'attribution. Donc si c'est les actions ont été attribuées avant le 27 septembre 2012, on va avoir un taux fixe qui est de 30, ou alors sur option, on va appliquer les taux qui sont prévus pour le régime des traitements et salaires. Donc, qui s'étale Mmh. de 0 à 20. Euh, OK. Ça, c'était avant le 27 septembre 2012. Depuis le 27 septembre 2012, on a enlevé cette partie taux fixe à 30. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le taux fixe, enfin, le taux prévu pour les régimes des traitements et salaires, et qui est donc s'étale, comme je disais, de 0 à 20. OK. Donc, OK, ça veut dire que il y a des seuils, hein, je suppose? Parce que quand tu dis de 0 à ouais, 20%, ouais, c'est, c'est ça. voilà, d'ailleurs, on est sur le seuil C'est derrière. 0, 12 ou 20, avec des seuils en montant en fonction du montant qui est soumis à imposition. Mmh. On passe au barré, enfin à la tranche au-dessus, ou non. OK, OK. Là, c'est dans le cas présent, le truc qui était sympa pour le client, c'est que notamment la plus-value d'acquisition était inférieure au seuil à 12, si j'ai Ouais, bonne mémoire, que du coup, bah, pas de fiscalité non plus sur le gain d'acquisition parce que in fine, très peu de temps passé en France au moment où on lui avait attribué les actions, donc c'était assez favorable. c'est ça, ouais, le prorata était très faible, donc très faible montant soumis à imposition, donc finalement, pas retenu à la source avec un taux à 0. Top. D'où l'intérêt, ça me permet de rebondir, mais d'où l'intérêt de faire un peu, même si c'est vrai que ça paraît compliqué, mais faire entre guillemets «cette étude un peu approfondie», pour savoir si, plus ou moins, ça peut être opportun ou non Mmh. de céder les actions. Et ouais, bien sûr. Bon, bah, cool. Merci Guillaume pour ton partage d'expérience sur ce dossier. Heu, une petite phrase de conclusion ou une synthèse, On tu nous dirais quoi? Déjà que ce n'est pas simple, qu'il faut Ça, je pense que qu'il tout le monde l'a compris. ouais, non, non, il faut vraiment un peu d'aide du client, mais si on prend le temps de poser les chiffres, si on arrive à récupérer l'ensemble des informations, heu, honnêtement, il y a pas de grande difficulté sur déterminer, quelle sera la fiscalité applicable, au client. Juste pour résumer, hein, le propos de tout ce qui vient de dire, hein, peut-être en 3 lignes, c'est de dire que, si je suis résident fiscal domicilié à l'étranger, je serai imposé sur mon gain d'acquisition. Encore une fois, je reviens dessus, mais la plus-value de cession, n'est pas imposable, en France, et je serai imposé sur mon gain d'acquisition, au prorata de la période d'activité que j'ai eue, en France, pendant la fameuse période de référence. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé cette fameuse fraction, qui sera soumise à l'impôt, on applique dessus, en France, une retenue à la source, qui s'échelonne donc de 0 à 20 en fonction du Mmh. montant qui est soumis. Mais OK. voilà, ça c'est pour entre guillemets «la partie un peu juridique», et puis surtout sur la partie client, hein, parce que pour le coup, on a eu l'occasion de faire le rendez-vous avec le client, pour lui expliquer tout ça. Bon, c'est vrai que pour lui, c'est vraiment un accompagnement, c'est bénéficier quand même de d'indices entre guillemets non, peut-être pas d'indices, mais je pourrais aller plus loin, de, mmh, de De chiffres?
Ouais, voilà, précis. voilà, je cherchais le mot. Ouais, de chiffres précis pour savoir si c'est opportun ou non vraiment de vendre les actions à cet instant T. Ouais, ouais. C'est ça. Après, vraiment, on reprend notre casquette de CGP, de déterminer la stratégie de cession. Et effectivement, bon, sans spoiler hein, un petit peu le point, mais là, on avait un client effectivement. Donc la plus-value de cession imposable sous réserve des conventions fiscales dans l'état de résidence. Bon, ça, il faut connaître la fiscalité locale, il faut quand même faire Mmh. attention à ça. Mais par contre, de facto, pas de plus-value d'acquisition, sachant que la plus-value d'acquisition, peut représenter quand même, une grosse partie de la fiscalité Ouais, sur ce genre de «cadeau RH» entre guillemets, parce que quand on le point de départ, c'est 0, ça peut, voilà, ça peut aller très, 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 très vite. Donc, OK. Puis surtout, un point qui est quand même important, je rebondis, c'est que, OK, là, on a évoqué le régime et cetera, mais notre accompagnement, c'est aussi, ce que tu disais, hein, c'est des chiffres précis et de l'aide à la déclaration fiscale. Derrière, c'est quand même des déclarations qu'il faut faire en France, avec des formulaires un peu spécifiques, des cas spécifiques, des régimes spécifiques, et cetera, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis c'est aussi le de se dire que, OK, il y a ces plans qui existent à un instant T, mais potentiellement il y aura des plans qui vont aussi exister, par la suite. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir ce point de départ, et entre guillemets d'avoir, sauf s'il y a vraiment des évolutions législatives, très importantes, mais au moins on aura toujours, cette mécanique, et savoir un peu comment seront traitées ces actions gratuites. Et surtout, ouais, voilà, pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment et pouvoir anticiper justement, sur cette session. Mmh. OK. Bah, écoute, merci Guillaume. Bah, merci Philippe. Nous voilà arrivés au bout de cet épisode. Alors, bon, d'habitude, c'est vrai qu'on traite plutôt de notions techniques. Là, on n'aura traité qu'une seule notion technique aujourd'hui, à savoir la fiscalité des actions gratuites dans un contexte international. Et on a pu voir que c'était quand même un sujet qui nous a occupé tout un podcast et qui pourrait nous occuper un peu plus longtemps parce que quand même, c'est assez technique. Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation? Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial? La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. À très vite pour un autre cas pratique.